Salut, c'est Guillaume Canet. Et bah bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Avis désastreux, bienvenue à Cannes, Avis désastreux jour 5, Cannes, le podcast aux opinions discutables mais qui pourtant les assume. On confond tout et bien sûr parce qu'on dort 3 heures par nuit à peu près en ce moment, mais l'envie de voir des films est toujours là et l'envie d'en parler, de vous les partager aussi. Alors aujourd'hui dans le programme du jour, je vais vous parler de 2 films en compétition ainsi que d'un film à 4 premières que j'ai eu l'occasion de voir en avant-première pour réparer l'interview avec les réalisatrices. Donc ce film-là en question c'est Amélie, la métaphysique des tubes. Ensuite il y aura, je vous parlerai de Nouvelle Vague et enfin de Die My Love. Mais tout d'abord, Amélie, la métaphysique des tubes tirée du livre éponyme d'Amélie Nothomb est réalisé par Maëlys Valade ainsi que Liancho Han Ji Kwang. J'espère ne pas mal prononcer son nom. Ce film, comme je viens de vous le dire, est l'adaptation du livre d'Amélie Nothomb, qui, à travers ce livre, racontait les 3 premières années de sa vie au Japon, de son point de vue en tant que bébé. Alors, je n'ai pas lu le livre, mais pour l'avoir vu avec le Léa du podcast que vous connaissez peut-être, j'ai cru comprendre que le film était une adaptation assez fidèle du livre. Mais bon, l'objectif, c'est pas tant de vous parler de l'adaptation que plutôt de cinéma. Ce qui est assez fantastique dans ce film, c'est justement le postulat de base. Raconter les 3 premières années de la vie d'un enfant, du point de vue de l'enfant, donc c'est du point de vue d'une enfant qui va découvrir la vie. Vu qu'on adopte son point de vue, il y a l'émerveillement qui va avec, le fait de pouvoir marcher, courir, toucher les choses, le fait de pouvoir manger, le fait de pouvoir découvrir des lieux, des paysages qui sont magnifiques. Ça participe totalement à l'émerveillement qu'on a à travers le film et à travers les yeux du personnage d'Amélie. Le fait de l'avoir adapté d'un point de vue de l'animation permet une très très grande liberté pour les réalisatrices. En fait, c'est tout un cheminement intérieur de plein de réflexions. Elle se prend pour Dieu qui arrive sur Terre et qui découvre la vie, etc. Elle observe sa famille qui ne la comprend pas. Et ça permet de pouvoir illustrer au plus proche toutes ses pensées jusqu'à ce qu'à un moment, elle puisse prendre enfin, elle passe d'un personnage passif à un personnage actif. Et à partir de ce moment-là, elle va découvrir les environs et un peu plus grandir et devenir, comme je viens de dire, une personne active. Et à partir de là, il y a une part de son imagination qui va rentrer en jeu. Et l'animation adopte totalement ce point de vue. Par exemple, quand à un moment elle va courir dans le jardin, les plantes vont devenir géantes, les fleurs. Quand elle écoute des témoignages, du coup, très vite, tout ce qu'elle entend, elle peut l'assimiler à des éléments très concrets. Il y a notamment un passage avec la servante qui va raconter un souvenir de guerre. Et l'animation permet de l'adopter pendant qu'elle est en train de cuisiner. En fait, les placements de la caméra, entre gros guillemets, et le traitement des ingrédients, des aliments, permet de pouvoir faire passer toutes les idées. Mais aussi, l'animation permet des moments de poésie qui sont absolument sublimes. Et en fait, justement, je vais venir sur ce qui est pour moi la plus grande qualité du film, c'est évidemment son animation. Les réalisatrices avaient déjà eu l'occasion de travailler sur d'autres films que vous connaissez peut-être, que ce soit J'ai perdu mon corps, Tout en haut du monde, me semble-t-il, ou Les Hirondelles de Kaboul, ou le film qui se rapproche le plus au niveau du style, à savoir Calamity, qui était sorti il y a 4 ans, qui était un film dont l'histoire m'avait laissé de côté, mais alors dont l'animation m'avait subjugué. Et ici, on arrive à combiner les deux. À la fois l'histoire qui est très mignonne, et à la fois cette animation qui a un traitement des couleurs très particulier, qui a un traitement aussi du trait. Rien n'est vraiment défini, tout est défini à travers du coup les couleurs des personnages, c'est limite pastel, et donc ça te permet aussi une grande liberté sur comment tu colorises des paysages extérieurs, comment tu colorises le ciel il peut être jaune, il peut être vert, il peut être la couleur que tu veux, parce que grâce à cette liberté qu'elle s'offre, elles permettent de pouvoir toujours s'adapter et se coller au niveau des émotions du personnage, et donc par les émotions du personnage, nous-mêmes on ressent des émotions. Bref, le travail de l'animation est absolument sublime. Et au niveau du récit, en dehors du fait qu'on va suivre les 3 premières années du coup d'Amélie Nothomb, très romancé hein, évidemment, c'est vraiment la chronique d'une enfance heureuse, sans réel souci. Alors bien sûr qu'il y en a, mais c'est un film qui va être constamment dans la douceur et l'amour. C'est que des personnages qui partagent de l'amour entre eux. La relation avec, du coup, comme je vous ai dit, la servante Nishio-san, c'est hyper mignon parce que c'est quelqu'un qui apprend à une gamine à découvrir la vie, et celle-ci, qui était assez renfermée, s'ouvre totalement. Et donc il y a alors la sororité n'est pas du tout mais il y a une amitié qui se crée entre les deux qui
hyper touchante et hyper sincère. Et en dehors de ça, comme je vous ai dit, le film évite au possible le conflit pour que ce ne soit que de l'amour qui soit partagé durant tout le film. Voilà, c'est la chronique d'une enfance heureuse, d'une enfance pleine d'amour. Donc c'est absolument mignon, c'est un petit doudou, c'est un petit bonbon, c'est un film qui fait du bien, c'est un film dans lequel tu as envie de te câliner. Bref, c'est une petite merveille. Le film devrait sortir fin juin, je crois, en France. Nous, d'ici fin mai, je pense, ou début juin, je sortirai une interview parce que j'ai le bonheur de pouvoir interviewer les réalisatrices autour du film. Donc voilà, j'ai très hâte. J'espère que le film, quand il va passer à Cannes, va du coup faire salle pleine et que les gens iront le voir parce que c'est vrai que l'animation n'est pas assez soutenue à Cannes. Donc là, c'est l'occasion de le faire, surtout pour un film qui est aussi bien. Donc voilà, croyez-moi, on va pas mal parler de ce film cette année, je pense, dans l'animation. Et voilà, on se donne rendez-vous au César. Je ne sais pas s'il aura parce qu'il y a d'autres films en face, mais en tout cas, il aura une nomination, c'est une évidence. Nous continuons avec ce qui était une attente assez globale de ce festival, à savoir le nouveau film de Richard Linklater. Alors Richard Linklater, son dernier film c'était Hitman, mais en France il était sorti uniquement sur Canal+, il n'y avait pas eu de sortie salle. Après c'était Apollon ou Apollo 17 donc ça faisait un petit moment que Linklater on l'avait pas vu en salle. Donc là c'est une nouvelle vague, le film sur le tournage du film d'À bout de souffle, qui, pour une raison qui m'échappe, se fait un peu descendre par une partie de la critique, et je ne comprends pas trop parce que c'est un film qui m'est parfaitement charmant. C'est un film devant lequel j'ai passé une très bonne séance. En fait, je trouve que c'est difficile de pas aimer ce film parce que c'est tellement frais, c'est tellement sincère, c'est tellement fait avec plaisir. C'est l'histoire d'un réalisateur qui veut en filmer un autre, c'est une sorte de remerciement envers lui et envers tout ce que lui et d'autres jeunes cinéastes ont créé avec la nouvelle vague. En fait, ce que j'aime beaucoup avec ce film, c'est que Linklater se réapproprie la figure de Jean-Luc Godard, et en fait, déjà, nous le redéfinit en tant que, on le connaît en tant que réalisateur, mais avant, c'était un critique de cinéma, mais avant d'être un critique, c'est surtout un cinéphile. Et attention, on pourrait avoir cette image du cinéphile un peu péteux, élitiste, etc. Mais ce que le film te montre, c'est que au-delà de cette figure de quelqu'un qui va citer des livres, des citations, etc., c'est quelqu'un de passionné. Et ça, c'est un truc qui, dans le cinéma, me plaît toujours. Les personnages passionnés sont toujours des personnages envers lesquels je vais avoir énormément d'empathie et sur lesquels je vais très vite m'attacher parce que, bon, déjà, il y a une résonance et parce que je trouve que ce sont des personnages qui sont hyper agréables à suivre. Et malgré tout ce que Jean-Luc Godard va continuer à faire dans le film, la manière dont il va traiter du coup son équipe technique, la manière dont il va imposer ses idées, bah, le fait qu'il ce personnage passionné et qui sincèrement n'est pas méchant, donc il peut avoir des maladresses dans la manière dont ça va être fait, il va jamais dépasser de limite, c'est juste il va être têtu, borné, euh, mais c'est pas grave parce que à partir de, du coup comme je vous dis, de la figure de Jean-Luc Godard, ce que Linklater fait, c'est que il ouvre un peu plus le spectre. Il prend Jean-Luc Godard parce que c'est probablement le réalisateur le plus emblématique de la nouvelle vague avec Truffaut qui est d'ailleurs l'autre réalisateur le plus présent et un petit peu Chabrol. Il va prendre Godard parce que c'est le réalisateur le plus emblématique de la nouvelle vague, mais aussi un de ceux qui va le plus pousser le côté expérimental, là où Truffaut va un peu plus se académiser entre très gros guillemets. Godard, lui, a toujours été dans la recherche de la forme, l'expérimentation, jusqu'à atteindre des sommets avec ses derniers films. S'il prend Godard, c'est pas anodin, c'est parce que Godard, c'est un des membres des Cahiers du cinéma qui a fait son film le plus tard, et c'est celui qui va avoir, dès son premier film, le plus envie de casser les codes, de casser la forme de narration, à travers, du coup, justement, toute sa cinéphilie, où est-ce qu'il va aller citer du Bergman, il va aller citer du Rossellini, il va aller citer des cinéastes qui l'ont énormément inspiré, du Eisenstein, en disant mais s'ils acceptent du coup le montage d'Eisenstein, pourquoi ils accepteraient pas le mien, etc., etc. Ce que le film montre, c'est que derrière ces envies, ces élans de créativité qui étaient du coup de toute cette nouvelle vague, parce que le film va aussi rappeler que la nouvelle vague, c'est avant tout plein de premiers films, plein de cinéastes qui vont s'exprimer à travers justement des films. Donc bon, on en connaît surtout une dizaine en tant que réalisateur-réalisatrice, mais il y en a eu, le film finit sur un carton de texte de, je crois que c'était 130 en seulement quelques années, plus de tant de films ont été des premiers films en France. Il y aura cette vraie impulsion créative. Et justement par rapport à ça, le film montre
face à quoi? Face à la réalité d'un tournage. C'est pas que fantasmer de oh là là, il a pu faire ça, il a pu faire ça. C'était aussi montrer que bah, face à des producteurs, face à des équipes techniques, il devait faire des choix. Et comment ici, ici conformer ou pas. Bon, clairement, c'était Godard, donc c'était assez, comme je vous ai dit, rentre dedans et aller jusqu'au au plus loin de ses idées. Mais bref, tout ça pour dire que c'est un film qui est plein d'humour sur bah, les réactions qu'ont les équipes techniques face à ce que dit Godard. Il y a, il y a au niveau des dialogues, c'est très léger, c'est vraiment un pur plaisir à voir parce qu'il y a un pur plaisir créatif aussi en face de nous. Et puis, bon, bah, vu que c'est un film de cinéphiles envers d'autres cinéphiles, bah, quand tu le vois, c'est un film qui te, qui te plaît. Je trouve que c'est un film qui est, encore une fois, c'est un film très plaisant. Néanmoins, je trouve que le film a. J'ai une limite avec le film, c'est que le film est tourné en noir et blanc. euh, Impression pellicule, ça m'a l'air d'être du numérique sur lequel ils ont un petit peu bidouillé pour que ça fasse pellicule. J'ai pas tant l'impression que c'est du format, c'est de la vraie pellicule. Par contre, c'est un film qui, en termes de mise en scène, reste entre guillemets très classique. À part le moment où est-ce qu'on va exposer chacun des personnages du film en face caméra avec leur petit nom en dessous pour dire voilà ça c'est du coup c'est Jean Rouge, ça c'est Alain René, ça c'est Varda, ça c'est Demi. Euh, le film n'offre pas grand-chose en termes de mise en scène et justement je trouve ça un peu dommage. Je me dis il aurait pu aller jusqu'au bout en mode bah, si tu veux filmer une créativité nouvelle, bah, pousse ta caméra, pousse ta mise en scène à adopter. On reste plutôt en mode regardez ce qui s'est passé au lieu de complètement épouser ce point de vue. Bon, voilà. Si, bien sûr, comment j'ai pu oublier de parler de ça, euh, le casting est vraiment bien trouvé pour la plupart. Certains sont des copies conformes, mais le personnage principal, du coup, à savoir Jean-Luc Godard, interprété par Guillaume Marbeck, moi je l'ai trouvé très bon. Certains ont dit c'est une pâle copie ou c'est un mime grossier de Jean-Luc Godard avec son zozotement. Moi je l'ai trouvé très bon. Alors, je l'ai trouvé très bon, je trouve que dans la gimmick, etc., c'est quelqu'un qui me fait croire en tout cas à Godard. Après, je connais pas assez Godard pour pouvoir me dire à quel point il lui ressemblait, est-ce que c'est mieux que Louis Garrel dans Le Redoutable, que j'ai pas vu d'ailleurs au passage. Mais voilà, je trouve que tout le casting aussi met à cœur joie, notamment lui qui est fantastique vraiment dans le rôle. Allez les jeunes, faites des films, c'est exactement ce que dit c'est exactement ce que dit le film. Donc j'imagine que pour toutes les personnes qui veulent faire des films, c'est un film qui ça va faire partie de ces nouveaux films qui font partie de cette liste, Cinema Paradiso, etc. C'est où est-ce que du coup il y a l'amour du cinéma qui transparaît et de faire des films avec trois fois rien en mode tant que t'as des idées, fais des films parce que c'est comme ça que tu pourras toucher les gens. Le film devrait sortir en octobre. Après, il est encore si t'as des idées, pourquoi pas, mais encore faut voir comment tu les utilises. Puisque nous allons enfin parler de Die My Love de Lynn Ramsey. Euh, le film, je pense, le plus attendu de la journée d'hier. Un film dont on m'a parlé en disant oh là là, il y a Lynn Ramsey. Je n'ai rien vu d'elle. Hein. Je n'ai pas vu. Il faut parler. We Need to Talk About Kevin ou A Beautiful Day. On m'a dit que c'était un cinéma fantastique. Bon, bah ici j'ai un peu plus de mal. Hein. En tout cas, j'ai eu du mal. L'histoire, c'est celle de Jennifer Lawrence et de Robert Pattinson qui sont un couple parfait, tout mignon, etc. Sauf que lorsque Jennifer Lawrence accouche, elle rentre dans une grosse dépression postpartum, et le film va suivre du coup ce très long moment. Déjà, le film dure une éternité, il dure un peu plus de 2 heures par rapport à ce qu'il raconte. C'est très long parce que la narration s'arrête très vite. En fait, à partir du moment où on te pose pardon, euh, le cadre de elle en dépression, bah après on va juste voir pendant 1h30, 1h40 même, elle qui est en dépression. Alors, tout n'est pas à jeter, j'ai pas envie de descendre le film comme il a l'air de se faire descendre, en tout cas du point de vue de la critique, de la presse, parce que pour moi déjà il y a une scène qui est clé, une scène qui est la scène clé du film, c'est qu'à un moment, du coup au milieu du film, elle va à une fête, elle va rejoindre des amis, et tout le monde est bien beau, bien propre sur soi, ils ont des gosses mais ça a l'air de bien se passer, ils ont l'air de mener la meilleure vie de famille possible, la maison elle est parfaite, la voiture aussi, etc., il y a une piscine. Et le personnage de Jennifer Lawrence arrive là-dedans avec des blessures qu'elle s'est faites en se blessant volontairement dans certains endroits de la maison.
et elle se rend compte qu'il y a un gap entre elle et les personnages. Et donc, c'est à partir de ce moment-là où il y a une empathie qui se crée envers elle, parce qu'il y a ce sentiment où, en te comparant aux autres, tu as vraiment l'impression d'être tellement à côté, d'être tellement nul comparé à ce que l'image des autres renvoie. Je trouve que c'est en partie ce que veut raconter le film. Ce que veut raconter le film, c'est justement ce sentiment de perte, de dépression dans lequel on tombe. On peut tomber en tout cas. C'est vrai que sur ce point-là, le film m'a un peu accroché. Par contre, sur tout le reste, le film accroche beaucoup moins. Pour moi, le film a 2 gros défauts. Le premier défaut, alors, je pense que c'est pas involontaire, je pense que c'est une des volontés de la réalisatrice, c'est que le film se concentre beaucoup plus sur les actes que le cheminement jusqu'à l'acte. C'est-à-dire que, en fait, par exemple, Jennifer Lawrence en plein milieu du salon, elle va regarder un mur et elle va se jeter dessus. C'est pas dans le film, hein, mais c'est juste pour donner un ordre d'idée. La seule raison pour laquelle elle fait ça, c'est pour le film nous dit, regardez, elle va mal, elle se fait du mal. Je dis pas qu'il y a besoin de forcément comprendre tous les cheminements de elle dans sa pensée. Le truc, c'est que on ne voit que ça. Il y a très peu la question du cheminement, de comment elle en arrive à faire ça. Ce qui fait que elle est caractérisée comme un personnage impulsif, hystérique. Donc on est sur un cliché pas loin d'être sexiste, d'être misogyne. Donc le personnage est caractérisé ainsi, ce qui fait qu'on a très peu d'attachement envers lui. Après, c'est pas comme si le reste des personnages qui existaient, il y avait un attachement particulier. Je trouve pas que Pattinson offre quelque chose de particulier dans le film. Alors, il est sur du minimum syndical, hein, je trouve, en termes d'acting. Il va pas du tout m'emporter. Pareil, Jennifer Lawrence, je sais pas, j'ai l'impression que juste elle tire un peu la tête pour montrer qu'elle est en train de devenir folle. Mais à part ça, le film va jamais très loin au niveau de son postulat sur son personnage principal. Quand bien même il va un petit peu lui en faire bouffer au niveau du corps, ça va pas aller très très loin. Et puis surtout, la mise en scène. Alors au début, la mise en scène me plaisait parce que je me suis dit, ok, c'est pas à travers le dialogue qu'elle essaie de faire passer les idées, c'est à travers sa caméra, donc j'aimais bien. Puis ensuite, elle a commencé à y aller beaucoup trop loin et à nous faire ressentir l'oppression à travers le sound design qui est tout le temps saturé. Tout le temps, il y a de la musique tout le temps. S'il n'y a pas de la musique, il y a des aboiements de chiens. S'il n'y a pas des aboiements de bois de chiens, il y a du cri, il y a du klaxon. Tous les sons sont hyper agressifs. Alors, du coup, on pourrait dire que c'est une réussite parce que l'objectif c'est de nous mettre mal, mais je trouve que là, elle y va tellement avec je ne sais pas comment on dit, elle y va pas avec le dos de la cuillère, c'est pas l'expression que je voulais, mais au moins vous avez l'idée, que du coup ça en devient très vite lourdingue. Et en fait, je crois que si je devais résumer le film à un mot, c'est lourdingue. C'est que on a compris ce que tu as voulu me dire, par contre, putain, la mise en scène, la mise en forme, elle est assez redondante, assez barbante, et ce qui fait que j'ai pas particulièrement aimé le film, c'est que je m'accroche à 2-3 trucs, mais dans l'ensemble c'est vraiment un film qui me désintéresse totalement, et j'ai l'impression que de manière globale le public est à peu près dans cette forme là. Certains ont aimé, mais j'avoue que dans l'ensemble je reste vraiment bien de marbre face au film, voire au contraire il me sort beaucoup à cause de du coup c'est sureffet, sureffet, ouais c'est ça exactement, c'est pas des effets, c'est du sureffet. Donc voilà, une journée qui commençait bien et qui finit beaucoup plus mitigeax un max, comme on dit dans le milieu. Voilà, merci à vous d'avoir prêté cette écoute pour ce 5e jour à Cannes. Bon festival aux gens qui sont à Cannes. Bon courage pour le reste, pour les gens qui ne seront pas à Cannes. Nous, on se retrouve demain pour un film de semaine de la critique qui était vachement bien, que j'ai vu ce matin, mais on en parle demain. Et le Wes Anderson, bien sûr, le Wes Anderson, évidemment. Énorme attente ici. Des petits bisous, prenez soin de vous, allez voir des films, et on se dit à demain. Ciao. Oh, monde de merde. Ouais, moi aussi j'ai bien envie de le dire, monde de merde.